Les rebelles Houthis prétendent avoir abattu un autre drone américain MQ-9 au-dessus de la province centrale du Yémen, Marib. Les États-Unis en ont assez. L'heure du jugement a sonné pour les rebelles Houthis. Trump vient d'annoncer que les États-Unis enverront un autre porte-avions au Moyen-Orient après l'attaque des Houthis sur les United States Ship Truman. Cette nouvelle arrive juste un jour après que l'Iran ait déclaré se préparer à une attaque préventive contre la base militaire américaine Diego Garcia dans l'océan Indien. C'est la base où les États-Unis détiennent 30% de leur flotte de B-2 soie 6 avions de chasse B-2. Les tensions sont élevées au Moyen-Orient, et il semble que la puissance de feu des États-Unis est sur le point d'augmenter. D'abord, passons en revue l'attaque des Houthis contre l'United States Ship S. Truman. Les rebelles Houthis prétendent avoir touché l'avion de commandement et de contrôle E-2 du porte-avions United States Ship Harry S. Truman. Il affirme aussi que l'attaque a fait perdre à Truman ses capacités de commandement. Développons ce point. Si l'affirmation des Houthis est vraie, cela pourrait causer un gros problème pour les opérations des États-Unis dans la mer Rouge. Le I-2 Hawkeye est l'avion de gestion de bataille tactique tout temps basé sur porte-avions Airborne Warning and Control System de la marine. Et Airborne Warning and Control System signifie essentiellement système de détection et de commandement aéroporté. Le I-2 Hawkeye fournit une alerte avancée au groupe aéronaval et aux commandants interarmés. Actuellement, le rôle principal du I-2 Hawkeye est la gestion de bataille aéroportée et les fonctions de commandement et de contrôle, comme son nom l'indique. Et le E-2 utilise des radars informatisés et des capteurs de surveillance électronique pour fournir une analyse des menaces contre des cibles aériennes et de surfaces potentiellement hostiles. D'après mes connaissances, les Houthis affirment pour la première fois avoir atteint une cible. D'habitude, ils se contentent de dire que leur attaque a réussi, et ils ne jugent le succès que par le fait s'ils ont lancé les drones ou non. C'est quelque chose qui a été confirmé par le Pentagone lui-même il y a seulement 3 semaines lorsque les Houthis ont prétendu avoir attaqué Harry S. Truman, alors qu'en réalité, les drones et les missiles sont tombés à 100 miles de la cible. Après une tentative d'attaque sur le Harry S. Truman, il est difficile de se prononcer. Pendant nos frappes de précision, ils ont raté leur cible de plus de 100 miles. Je remets en question l'efficacité et les prétentions de leurs actions dans la presse. Le Bachad n'est pas actuellement utilisé pour ces opérations, mais nous savons que d'autres navires sont envisagés pour ce type d'opération. Nous surveillons de très près pour voir s'ils retournent à l'Assemblée ouvrière. Je précise que ce commentaire a été fait il y a 3 semaines, quand les États-Unis ont commencé à frapper les Houthis. Concernant cette récente revendication des Houthis qui a eu lieu il y a seulement 2 jours, nous n'avons aucun commentaire officiel des États-Unis, mais nous avons un officiel américain qui a parlé anonymement à des sites d'information, et il a confirmé que les Houthis ont bien tiré des drones et au moins un missile en direction de l'United States Ship Harry S. Truman. L'officiel a ensuite confirmé que 10 drones ont été interceptés par des chasseurs de l'United States Air Force, et un a été intercepté par un chasseur FA-18 de la Navy. Le missile est simplement tombé dans l'eau très loin du navire, et rien n'est même venu frapper le porte-avions, ou les navires de guerre du groupe de frappe. Il semble donc que même cette fois, bien que les Houthis prétendaient que leur attaque a été réussie, leur définition du succès diffère grandement de celle des autres forces militaires. Mais malheureusement, les Houthis ont réussi à abattre un drone MQ-9 américain. Voici plus de détails à ce sujet. Et maintenant, nous nous dirigeons vers le Moyen-Orient, où les rebelles Houthis prétendent avoir abattu un autre drone américain MQ-9 au-dessus de la province centrale du Marib au Yémen, qui abrite le pétrole et le gaz du pays. Les rebelles, soutenus par l'Iran, ont déclaré que le drone américain a été détruit par un missile soi-disant fabriqué localement, alors que les forces américaines continuaient d'attaquer les cibles Houthis dans la capitale, Sanaa, et la région de Sadr, bastion des rebelles. Nos défenses aériennes ont réussi à abattre un drone ennemi américain MQ-9 alors qu'il effectuait des missions hostiles dans l'espace aérien de la gouvernorat de Marib. Cela a été fait avec un outil fabriqué localement. Maintenant, la démonstration de résistance des Houthis est survenue des heures après que le président Donald Trump a juré de continuer à frapper les Houthis jusqu'à ce qu'ils cessent d'attaquer les navires liés aux États-Unis et à ses alliés dans la mer Rouge. En avertissement contre les futures frappes, le président Trump a déclaré, je cite, « La vraie douleur est encore à venir pour les Houthis et leurs sponsors en Iran. » Comme vous venez de l'entendre dans l'extrait, le président Trump a publié une déclaration concernant les frappes des Houthis et un avertissement à l'Iran. Le plus drôle dans une guerre au XXIe siècle, c'est que nous avons le président des États-Unis qui tweete sa déclaration, et ensuite nous avons les rebelles, les Houthis, qui commentent juste en dessous. La diplomatie se déroule sur Twitter, analysons ces déclarations. Les terroristes Houthis,
soutenus par l'Iran, ont été décimés par des frappes incessantes au cours des 2 dernières semaines. De nombreux combattants et leaders ont péri. Nous les attaquons sans relâche, avec une force croissante. Leurs capacités menaçant la navigation et la région sont en voie d'être rapidement détruites. Nos attaques continueront jusqu'à ce qu'ils ne soient plus une menace pour la liberté de navigation. Le choix pour Houthi est clair, cessez de tirer sur les navires américains, et nous cesserons de riposter. Nous n'en sommes qu'au début. Le pire reste à venir pour les Houthis et leur soutien iranien. Nous avons maintenant une réponse de Houthi du compte militaire yéménite. C'est le compte officiel de Houthi sur Twitter, et ils ont posté beaucoup de choses en relation avec les frappes et les attaques de Houthi. Voici donc ce qu'ils ont dit. Vos frappes n'ont pas atteint un objectif militaire. Nous n'arrêterons pas ce que nous faisons, à moins que vous puissiez nous arrêter. Je suppose que quelque chose a été perdu dans la traduction, mais c'est ce qu'ils ont dit. L'Iran, en revanche, a pris une décision très stupide de menacer les bases américaines et les 50 000 forces que l'Amérique a au Moyen-Orient. Cette déclaration vient de nul autre que le chef militaire iranien, Amir Ali Hazadi. Je ne sais pas comment dire la dernière partie, mais voici la déclaration. L'Iran intensifie la rhétorique et menace les forces des États-Unis dans la région. Les Américains ont au moins 10 bases et 50 000 forces près de l'Iran, ce qui signifie qu'ils sont vulnérables. Une personne dans une maison de verre ne jetterait pas la pierre aux autres. Le leader suprême de l'Iran a promis des représailles après que Trump a menacé d'attaquer l'Iran s'il n'accepte pas un accord nucléaire. Mais s'ils le font, ils recevront certainement un coup réciproque ferme. Il a également appelé à la destruction d'Israël. C'est un devoir religieux, moral et humain pour tout le monde de travailler à éliminer cette entité criminelle maléfique de la région. Malgré tous les discours durs, Trump garde toujours l'espoir que l'Iran va se ressaisir. Je ne peux pas imaginer qu'il fasse autre chose que de conclure un accord. Et je préférerais un accord à l'autre alternative que je pense que tout le monde dans cet avion sait ce que c'est. Et ce ne sera pas joli, et je ne préfère pas ça. Ben Cohen, de la Fondation pour la défense de la démocratie, dit que l'Iran a tellement d'uranium prêt à être utilisé dans des bombes nucléaires, Israël et les États-Unis ne peuvent pas simplement rester les bras croisés. Vous avez maintenant une situation où l'Iran a environ 275 kg d'uranium enrichi de qualité militaire. C'est très risqué. Et donc, oui, bien sûr, chaque jour qui passe, sans une sorte de résolution diplomatique par laquelle l'Iran abandonne effectivement ses installations nucléaires et son programme nucléaire, chaque jour où cela ne se produit pas, nous nous rapprochons d'une frappe militaire. Maintenant, la grande raison pour laquelle l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires et que la politique étrangère de l'Iran est assez simple. Ce sont 2 phrases, mort à l'Amérique et mort à Israël. En fait, beaucoup de gens ont soutenu que ce n'est qu'un slogan. Mais ensuite, nous avons eu le leader suprême iranien, Ayatollah, qui est sorti et a publiquement dit que « ce n'est pas juste un slogan, c'est notre politique étrangère, c'est la politique de toute la nation, de tout le régime iranien. Je tiens à rappeler à tous que lorsque vos ennemis vous révèlent leur véritable nature, il faut les croire. Et l'Iran ne peut pas être plus clair quant à qui il considère comme leur ennemi. C'est les États-Unis. Et nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant qu'ils acquièrent des capacités nucléaires. C'est exactement pourquoi Trump a stationné 6 bombardiers, B-2, soit environ 30% de la flotte B-2 des États-Unis dans l'océan Indien, à la base américaine Diego Garcia. Maintenant, hier, j'ai mentionné que l'Iran n'a pas les capacités d'attaquer cette base, mais j'étais un peu mal informé. C'était une grosse erreur. Ils ont effectivement quelques missiles qui sont presque à portée pour attaquer la base, mais ces missiles sont trop lents et un peu trop précieux pour que l'Iran prenne le risque d'attaquer une base navale des États-Unis. Ici, nous avons un graphique réalisé par un tel Snitch Show sur Twitter, et il explique parfaitement la situation. En rouge, on voit la portée des drones iraniens, et comme vous pouvez le constater, ce Shahed 136B a juste assez de portée pour atteindre Diego Garcia, mais en fin de compte, c'est une base des États-Unis qui est entièrement équipée pour se défendre, et les drones Shahed ne sont rien qu'ils ne peuvent pas arrêter. Les Ukrainiens arrêtent ces derniers presque toutes les nuits. Je suis sûr que ce drone est une sorte de variation différente, mais cela ne signifie pas que les États-Unis n'ont pas les capacités d'arrêter ces drones. En plus de cela, si l'Iran est prêt à lancer une frappe préventive sur une base américaine, ils doivent juste regarder ce qui est arrivé au Japon lorsqu'ils l'ont fait sur Pearl Harbor pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais néanmoins, hier, nous avons reçu des nouvelles que l'Iran envisageait peut-être une frappe préventive parce qu'il voulait vraiment protéger ses installations nucléaires.
Je voulais simplement vous montrer la puissance de feu que les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont dans la mer Rouge. La marine des États-Unis a l'United States Ship Harry S. Truman dans la mer Rouge, l'United States Ship Gettysburg, l'United States Ship Stout, l'United States Ship Jason Dunham, l'United States Ship Sullivan et l'United States Naval Ship Arctic. Maintenant, l'Union européenne a aussi ses frégates là-bas. Ils ont l'Incrociator Torpedo Ship Pedrico Martinigo, le HS Hydra. La marine française est aussi déployée dans le golfe d'Aden. Ils ont le frégate Charles de Gaulle, le frégate Forbin, le frégate Alska, le frégate Provence et le frégate Jacques Chaville. Une présence de la marine russe est observée dans l'océan Indien près de Chennai. Ce point est également important. Donc c'est comme de l'autre côté de l'Inde par rapport à Diego Garcia. Et c'est le RFS Reski, le RFS Alder, le Reporter sans frontières Pengia. Je souligne la marine russe parce que nous avons eu des déclarations intéressantes venant de Russie aujourd'hui. Je suis convaincu que la Russie ne cherchera pas à provoquer les États-Unis. Mais rien n'est certain. À 72 ans, Poutine pensait prendre Kiev en 3 jours. Il croit peut-être pouvoir affronter les États-Unis. La Russie alerte sur des conséquences désastreuses suite aux menaces de Trump de bombarder l'Iran. Moscou a condamné l'avertissement de Trump de bombarder l'Iran s'il refuse un nouvel accord nucléaire, le qualifiant d'ultimatum inacceptable. Le vice-ministre des Affaires étrangères Sergei Rakov a déclaré que les frappes des États-Unis sur l'infrastructure nucléaire iranienne déstabiliseraient toute la région et a exhorté Washington à désescalader. Le message de Trump était clair, pas d'accord signifie conséquence. Maintenant, la grande raison pour laquelle de nombreux pays croient, de nombreux responsables croient qu'une frappe pourrait être imminente est parce que nous avons également eu de nombreux hauts responsables du commandement central qui se rendent au Moyen-Orient, qui suivent l'Iran. Voici le rapport sur le général Mikhail Kurila, du commandement central. Le général Kurila est arrivé en Israël aujourd'hui pour rencontrer les hauts responsables de la défense et militaire au sujet des tensions avec l'Iran. Au cours de la visite, Kurila devrait également rencontrer des soldats et des officiers attachés au système de missiles anti-balistiques Terminal High Altitude Area Defense, de l'armée américaine déployée dans le sud d'Israël, qui aurait abattu au moins 6 missiles balistiques à longue portée tirés sur Israël par les Houthis, soutenus par l'Iran depuis février. Selon les rapports, le principal sujet de discussion entre Kurila et la direction de la défense israélienne est une éventuelle frappe aérienne et de missiles à grande échelle sur l'Iran et une coordination conjointe entre les États-Unis et Israël dans l'opération. Comme si tout cela ne suffisait pas, nous déplaçons également l'United States Ship Carl Vinson du théâtre du Pacifique vers le Moyen-Orient. Ici, nous avons une image satellite du groupe de porte-avions traversant les Philippines et se dirigeant vers le Moyen-Orient. 50 United States Ship Carl Vinson et plusieurs autres navires du groupe de frappe de porte-avions One ont été repérés plus tôt aujourd'hui sur des images satellites, traversant l'ouest de la mer de Sulu aux Philippines en route vers le Moyen-Orient. Le groupe de frappe 1 est composé du croiseur à missiles guidés United States Ship Princeton et du destroyer à missiles guidés de classe Ali Burke United States Ship Starrett et United States Ship William P. Lawrence. En réponse à toute cette activité, l'Iran a menacé de fermer le détroit d'Ormuz. Comme vous pouvez le voir, le détroit d'Ormuz est de l'autre côté de la mer Rouge où passe beaucoup de pétrole du Golfe. Cela en fait donc l'un des points de strangulation majeurs du commerce mondial. Environ 40% du commerce mondial de pétrole passe par ici, car nous avons l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, l'Irak, les Émirats Arabes Unis, Oman, tous les pays qui expédient leur pétrole en utilisant le détroit d'Ormuz. Puis de l'autre côté du détroit, nous avons l'Iran, qui a toujours utilisé le détroit d'Ormuz comme levier dans toute négociation. Ils menacent de le bloquer s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Et en fin de compte, c'est tout ce qu'ils ont pour le moment. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante.
250 kg d'explosifs trinodal. Le boîtier en acier bleu de 109 est épais d'1 pouce et durci pour résister à l'impact initial. Il est conçu pour percer les abris en béton avant que le fusible de queue fusée modulaire universelle 143 ne déclenche une détonation opportune. Bien que le Joint Direct Attack Munition Standard manque de la portée étendue ou de la pénétration avancée de systèmes plus spécialisés, son adaptabilité en fait un atout vital pour une force aérienne fonctionnant avec des moyens limités. En Ukraine, les MiG-29 et Su-27 des jets de l'ère soviétique doivent être modifiés pour transporter des munitions de l'OTAN. Ces avions ont été observés déployant des GDAM de 500 livres, probablement la variante Guided Bomb Unit 38 contre les positions russes. Une frappe notable a eu lieu le 26 avril 2023 à Bakhmut, où 4 JDAM de 500 livres ont anéanti un immeuble de grande hauteur dans le secteur contrôlé par les Russes. L'armée de l'air ukrainienne a utilisé une paire de MiG-29 pour lancer les bombes, une technique qui étend leur portée en les libérant à un angle ascendant lors d'un pop-up suivant une course à bas niveau. Des images de drones ont capturé les explosions, révélant des fusées d'impact plutôt que des détonateurs retardés, suggérant que la cible était un centre logistique ou un poste d'observation plutôt qu'un bunker profondément enterré. Dans tous les cas, les coups étaient pile dans le mille. Cette frappe, bien que n'étant pas une mission classique de destruction de bunkers, a démontré la capacité du Joint Direct Attack Munition à perturber l'opération russe, même si sa configuration de base limite son efficacité contre les fortifications les plus profondes. En s'appuyant sur les fondations du Joint Direct Attack Munition, la munition d'attaque directe conjointe à portée étendue, Joint Direct Attack Munition, Extended Range ajoute un kit d'aile dépliable qui triple sa portée à 45 miles, soit environ 72 km. Introduit en Ukraine début 2023 dans le cadre d'un paquet de l'Agence des États-Unis pour le développement international, le JDAMER conserve les mêmes options d'ogive, 500 livres, Mark 82, 1000 livres, Mark 83 ou 2000 livres, Mark 84, Blue Cent 9. Mais sa capacité de planeur permet aux pilotes ukrainiens de frapper à des distances plus sûres, au-delà de la portée des défenses aériennes à courte portée russes comme le Pantsir 1 ou le Tor M2. Cette portée de mise à distance est une bouée de sauvetage pour une force aérienne confrontée à un dense réseau de systèmes surface-air missiles russes. Le potentiel de destruction de bunkers du JDAMER brille vraiment lorsqu'il est associé au Blue Cent 9 et à des fusibles spécialisés comme le Fusil modulaire universel 143 qui peuvent être envoyés pour une détonation retardée après pénétration. En mai 2024, les États-Unis ont répondu au brouillage Global Positioning System russe, une menace omniprésente sur tout le front, en passant un contrat pour des chercheurs de brouillage Global Positioning System intégrant la technologie anti-brouillage dans les kits Joint Direct Attack Munition Extended Range pour l'Ukraine. Ces bombes se dirigeaient en réalité vers les émetteurs de contre-mesures russes. Cette mise à niveau garantit que la bombe peut se verrouiller sur sa cible même dans des environnements électromagnétiques contestés, une adaptation critique pour frapper les postes de commandement russes fortifiés au milieu de la domination de la guerre électronique de Moscou. Un exemple marquant de déploiement de JDAMER a eu lieu le 13 août 2024, lorsqu'un Su-27 ukrainien a largué une JDAMER de 1000 livres sur un poste de commandement russe à Tentkino, à Koursk. Cette vidéo montre la bombe, équipée d'une ogive bleue de 110, qui est une cousine plus légère de la bleue 109, impactant avec une précision chirurgicale, réduisant l'installation fortifiée en gravier de route. Une autre frappe le 30 août 2024 a vu des MiG-25 lancer une JDAMER pour détruire des passages de pont à Koursk, démontrant leur polyvalence contre les infrastructures durcies. Ces opérations soulignent l'importance du JDAMER en tant que multiplicateur de force, offrant portée et précision dans un package prêt à l'emploi, amélioré par des modifications de fusibles pour des cibles spécifiques. Après beaucoup d'hésitations, l'Allemagne semble prête à livrer son très performant missile Taurus 350, un missile de croisière lancé par avion développé conjointement avec la Suède. L'Ukraine a longtemps demandé ce système, bien qu'il n'ait pas encore été livré en mars 2025. Pesant plus de 3000 livres, soit 1400 kg, avec une ogive Mephisto de 1100 livres, soit 500 kg,
Le Taurus se vante d'une portée dépassant 310 miles, soit 500 km. Il vole à des vitesses subsoniques en utilisant une navigation suivant le terrain pour échapper à la détection. Sa charge militaire en tandem, dotée d'une charge formée pour percer les défenses extérieures, est suivie d'un pénétrateur et peut percer 6 pieds de béton armé ou 20 pieds, soit 6 mètres de terre, ce qui en fait un candidat de choix pour les cibles profondément enfouies. Le fusible intelligent et à usage flexible du Taurus, l'INFU, est un système d'ogive qui comprend des fusibles programmables qui peuvent détonner à des profondeurs précises ou lors de la recherche d'un vide. Une fonction adaptée pour les bunkers et les centres de commandement souterrains. Les missiles Taurus disponibles sur le marché sont déjà puissants, mais leur intégration dans les Su-24 ou Su-27 de l'Ukraine nécessiterait des améliorations avioniques significatives, un obstacle technique et politique qui a retardé la livraison en raison de la position prudente de Berlin. Lorsqu'ils seront finalement fournis, les Taurus pourraient cibler des actifs stratégiques russes, comme le quartier général de la flotte de la mer Noire à Sébastopol ou les centres logistiques à Rostov, bien derrière les lignes de front. Pour l'instant, la mise en œuvre de Taurus reste une addition théorique à l'arsenal de Kiev. Son impact sur le champ de bataille n'est pas encore réalisé, mais est vivement anticipé. Le Storm Shadow britannique et le Scalp EJ français sont essentiellement des missiles de croisière identiques produits par MBDA. Ils représentent un bond quantique dans la capacité de l'Ukraine à détruire des bunkers. Livrés en mai 2023, ces missiles de 1300 km et de 2800 livres portent une ogive Broach de 992 livres conçue spécifiquement pour des cibles durcies. La bombe Royal Ordnance Augmented Charge Broach utilise une charge précurseur pour percer le béton ou l'acier, suivi d'un explosif principal qui détonne à l'intérieur de la cible, maximisant la destruction interne.